La sexualité féminine embrasse une diversité infinie de corps, de désirs et d'expériences. Comme le souligne la Fédération québécoise pour le planning de naissance, il n'y a pas de modèle unique de sexualité. Nous mettons un S à la fin pour célébrer les diversités de corps, de genre, d'orientation. En effet, qu'il s'agisse de femmes cisgenres, transgenres, hétérosexuelles, lesbiennes, bisexuelles ou queer, chaque individu vit et exprime sa sexualité à sa façon. Le plaisir féminin n'est pas le fruit d'une recette magique ni d'un simple automatisme. Il mobilise autant le corps que l'esprit. Aborder la sexualité féminine nécessite donc curiosité, bienveillance et ouverture d'esprit. Anatomie féminine. Explorer le corps. La base de toute sexualité épanouie est une bonne connaissance de son corps. Les organes génitaux externes féminins, collectivement appelés vulves, comprennent les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris et l'ouverture du vagin. Contrairement à une idée reçue, la vulve n'est pas synonyme de vagin. Ce dernier est un conduit interne qui relie la vulve à l'utérus. La vulve sert notamment à protéger les parties internes et à canaliser la stimulation lors des caresses. À l'intérieur de la vulve, le clitoris est l'organe de plaisir par excellence. Bien plus qu'un petit bouton visible, il s'agit d'une structure complexe. En réalité, seul 1/10 de l'organe clitoridien est apparent. Le gland clitoridien, souvent d'environ 5 à 10 mm, est le seul segment externe. Les 90% restants se cachent à l'intérieur, 2 racines ou piliers qui longent le vagin sous les petites lèvres. Le clitoris de la femme correspond ainsi au pénis de l'homme sur le plan embryologique. Ils partagent la même structure de base, gland, prépuce, tissu érectile. Tout comme le gland du pénis, le clitoris est extrêmement riche en terminaisons nerveuses. On estime qu'il en compte entre 8000 et 10 000, soit presque le double de celle du pénis masculin. Cette abondance de capteurs sensoriels explique pourquoi les caresses sur le clitoris ou les stimulations en profondeur autour de lui procurent tant de sensations agréables. En bref, le clitoris est essentiellement dédié au plaisir, et sa stimulation est centrale dans l'orgasme féminin. Sous la vulve, le vagin est un conduit flexible et élastique, généralement 7-12 cm de long, qui peut s'ouvrir et se lubrifier en cas d'excitation. Il joue un rôle dans la pénétration, la procréation et l'accouchement, mais toute sensation de plaisir peut dépendre aussi d'autres facteurs tels que la stimulation clitoridienne. Plus haut, l'utérus accueille le bébé en cas de grossesse, alors que les ovaires produisent les ovules et les hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone, qui régulent le cycle menstruel et influencent le désir. Mais au-delà de ces organes, l'organe principal du plaisir demeure le cerveau. Celui-ci pilote les émotions, le système nerveux et les flux hormonaux liés à l'excitation sexuelle. Sans l'interprétation cérébrale, aucun contact physique ne serait ressenti comme agréable ou excitant. Autrement dit, même si une zone génitale est stimulée, c'est le cerveau qui va décider si cela déclenche du plaisir, de la distraction ou de l'inconfort. Cette dimension psychologique explique pourquoi le stress, la fatigue, la confiance en soi ou les fantasmes influencent tant la sexualité. Comprendre et chérir cette interaction corps-esprit est clé pour vivre une sexualité plus riche et sereine. Zones érogènes et exploration. Le corps féminin recèle de nombreuses zones érogènes. Ce sont des endroits sensibles au toucher qui peuvent produire du plaisir lorsqu'ils sont caressés. En plus du clitoris et des organes génitaux, des zones comme les mamelons, le cou, les oreilles, le bas du dos ou l'intérieur des cuisses sont souvent très réactives. Chaque personne est unique, ce qui excite l'une peut ne pas toucher l'autre. Par exemple, un simple baiser sur le mamelon peut suffire à éveiller l'excitation chez certaines femmes, alors que d'autres le trouveront inconfortable. Il est donc essentiel de découvrir par soi-même ce qu'on apprécie. Caresser et explorer son propre corps, que ce soit à l'aide de ses doigts ou d'objets, vibrateurs, sextoys, etc., est un excellent moyen d'identifier ces zones de plaisir et les types de stimulation qui nous conviennent. Cette connaissance de soi peut ensuite être partagée avec un partenaire. Mieux se connaître aide à mieux communiquer ses désirs et à guider l'autre vers des caresses qui plaisent vraiment. La capacité d'exploration ne dépend pas de l'âge ou de la morphologie.
Les corps sont beaux et complexes, avec des apparences qui varient d'une femme à l'autre, que l'on soit ronde, fine, jeune ou âgée. Chaque femme peut et doit se sentir libre d'explorer le plaisir de la manière qu'elle souhaite. Cela inclut par exemple l'expérimentation de différentes pratiques, caresses sur les seins, massage du périnée, stimulation anale, une zone très innervée chez beaucoup de personnes, ou autres jeux érotiques, sans subir de culpabilité ou de honte. En effet, comme le rappelle la FQPN, nos corps sont magnifiques et complexes, et aucune partie de ces merveilles n'est liée à l'orientation sexuelle. Donc on devrait toujours être libre d'explorer en déposant les idées homophobes et préjugés associés. Les mécanismes du plaisir et l'orgasme. La réponse sexuelle féminine suit en général un cycle d'étapes, même si chaque femme le vit différemment. On peut schématiquement distinguer 5 phases principales selon le modèle classique de Masters et Johnson. Le désir, c'est le déclencheur. Il correspond à l'envie, la pulsion ou l'excitation naissante. Elle peut surgir spontanément, par un fantasme, une pensée excitante, ou être provoquée par une stimulation érogène ou un climat romantique. Sur le plan cérébral, le désir active des zones liées au plaisir. Certaines femmes ressentent naturellement du désir, allumé, plus régulièrement que d'autres, et il peut fluctuer selon les périodes, stress, âge, bien-être hormonal. Le désir n'est pas un compte à rebours qui se déclencherait à l'appel de la montre. Il peut apparaître graduellement et même lors de l'acte. Le désir peut se vivre seul, masturbation, fantasme, ou avec un partenaire. 2. L'excitation. Quand le désir est présent, le corps réagit. On observe un afflux sanguin important vers les organes génitaux. Le clitoris se gonfle sous le capuchon, les petites lèvres s'ouvrent, les grandes lèvres rosissent, le vagin se lubrifie naturellement. Les seins gonflent et les mamelons se durcissent. Le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère et la peau devient plus sensible aux caresses. Ces signes visibles, rougeur, frissons, tremblements, varient selon les femmes, mais indiquent toutes que l'excitation est en cours. 3. Le plateau. C'est la phase où la stimulation continue d'augmenter et où l'on sent que l'orgasme se profile. On ressent comme un pic d'intensité imminent. Le rythme cardiaque et respiratoire demeure élevé. La tension sexuelle monte. Les muscles du plancher pelvien et tout le corps se tend légèrement en anticipation. Cette phase peut durer quelques instants ou être prolongée par des caresses variées. 4. L'orgasme. Ce moment tant attendu se traduit par une libération physique et émotionnelle très intense. Il se caractérise par une série de contractions rythmiques et involontaires des muscles pelviens, de l'utérus et de la base du pénis, ainsi que d'autres zones sensibles, aboutissant à une sensation de pic de plaisir. Chez certaines femmes, ces contractions peuvent être accompagnées d'une émission de liquide clair ou blanchâtre. C'est l'éjaculation féminine, ou squirt. Contrairement à l'éjaculation masculine, contenant du sperme, l'éjaculat féminin n'est pas lié à la reproduction et peut survenir avec ou sans orgasme. Des études suggèrent que le squirt peut provenir de la même glande, prostate féminine, et souvent se produire sous une stimulation très particulière, point G interne combiné à stimulation clitoridienne par exemple. Notons toutefois que seule une minorité de femmes expérimentent l'éjaculation. Cela ne change rien à la valeur du moment orgasmique. L'orgasme lui-même varie grandement. Son intensité, sa durée et même le type de sensation peuvent différer d'une femme à l'autre. Il n'y a pas un orgasme universel. Certaines femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes successifs, d'autres n'en ressentent pas, tandis que beaucoup déclenchent l'orgasme plus aisément par des caresses clitoridiennes que par la pénétration vaginale. 5. La résolution. Après l'orgasme, le corps revient graduellement au calme. L'afflux sanguin dans les zones génitales diminue, la respiration et le rythme cardiaque redescendent lentement, et une sensation de détente profonde s'installe. On éprouve souvent un sentiment de bien-être, voire de sommeil profond. Il arrive aussi qu'une femme ne parvienne pas à l'orgasme. Même dans ce cas, une phase de détente post-coïtale survient naturellement, sans qu'il y ait à s'en inquiéter. Toutes ces phases sont normales et individuelles.
L'essentiel est qu'elles restent agréables. Une recherche montre qu'il n'existe pas de mode d'emploi universel. Chaque femme a ses propres zones érogènes, fantasmes, expériences et attentes. Ainsi, la formule magique est one size fits all du type 7 astuces pour un orgasme à coup sûr n'existe pas, prévient la FQPN. Se focaliser uniquement sur la course à l'orgasme peut même provoquer de l'anxiété et nuire au plaisir. La véritable clé réside dans la communication, la patience et la complicité. Prendre le temps d'explorer, d'essayer et de rire ensemble constitue le meilleur atout pour le plaisir sexuel. Après tout, les relations sexuelles ne visent pas seulement un orgasme mécanique. L'intimité, le confort et la présence à deux en font partie intégrante. 1+5 prête entrée, mythes et réalités. Déconstruire les préjugés. De nombreux mythes entourent la sexualité féminine et entretiennent la confusion. Il est essentiel de les déconstruire pour s'épanouir pleinement. Par exemple, l'idée que la femme serait naturellement passive ou moins intéressée par le sexe est un héritage culturel erroné. Au contraire, le désir féminin est tout aussi complexe, intense et légitime que le désir masculin. Autre mythe tenace. Penser qu'un rapport sexuel réussi doit forcément aboutir à un orgasme vaginal parfait. En réalité, le plaisir féminin est beaucoup plus varié que cela. Le clitoris est l'organe central de l'orgasme chez la majorité des femmes, et ce qu'on appelle parfois orgasme vaginal est souvent obtenu indirectement par la stimulation du clitoris interne situé en arrière de la paroi vaginale. Ainsi, le fait qu'une femme n'ait pas d'orgasme vaginal lors de la pénétration ne signifie en rien que sa sexualité est défaillante. Certaines atteindront l'orgasme plus facilement avec des caresses clitoridiennes ou des stimulations manuelles, d'autres ressentiront plusieurs orgasmes successifs et d'autres encore ne ressentiront pas toujours d'orgasme, sans être anormal pour autant. Il est crucial de se libérer de ces attentes irréalistes et de célébrer la diversité des expériences personnelles en fonction des désirs de chacune. D'autres idées reçues circulent encore sur l'anatomie, par exemple, le fameux point G est souvent présenté comme une zone magique unique, alors qu'en réalité, la recherche montre que les sources de plaisir vaginal sont multiples et différentes selon les femmes. La taille ou la forme du clitoris n'a, elle, aucune influence sur la capacité à éprouver du plaisir. Il est également faux de croire qu'un vagin non lubrifié, à un moment donné, est synonyme de problème. La lubrification peut varier selon l'état d'excitation, les hormones ou le stress, mais utiliser un gel adapté ou simplement prendre plus de temps en préliminaire suffit souvent à recréer les conditions propices. Enfin, la fréquence des rapports et du désir ne suit pas de normes fixes. Il n'y a pas une bonne fréquence de rapport pour toutes les femmes. Certaines ont un désir élevé plusieurs fois par semaine, d'autres beaucoup moins, et les périodes de baisse de libido sont naturelles, cycles hormonaux, fatigue, événements de vie. Comparer sa vie sexuelle à celle des autres ne fait que générer de l'anxiété inutile. Au contraire, l'écoute de soi et du partenaire, ainsi que l'acceptation de son propre rythme, permettent de construire une sexualité plus saine, sans culpabilité. Intimité émotionnelle et complicité. La sexualité féminine s'épanouit dans un climat de sécurité affective et de connexion émotionnelle. Plusieurs études montrent qu'au sein du couple, la qualité des interactions, le sentiment de sécurité et l'investissement émotionnel sont des facteurs significatifs de la satisfaction sexuelle et conjugale. La sexualité féminine s'épanouit dans un climat de sécurité affective et de connexion émotionnelle. Plusieurs études montrent qu'au sein du couple, la qualité des interactions, le sentiment de sécurité et l'investissement émotionnel sont des facteurs significatifs de la satisfaction sexuelle et conjugale. Autrement dit, être attentif à l'autre, faire preuve d'empathie et construire un sentiment de proximité renforce considérablement le plaisir partagé. L'intimité émotionnelle
se nourrit de petits gestes au quotidien, des câlins spontanés, des mots doux échangés, le fait de savoir qu'on peut parler de ses craintes ou de ses envies sans jugement. Même si les premières passions intenses s'atténuent avec le temps, ce sentiment de proximité crée un climat propice à des rapports moins mécaniques, où c'est la tendresse et la complicité qui priment. Au contraire, lorsque l'on se sent déconnecté, ou que l'on se plaint par exemple, « je me sens seul, je me sens loin de toi », plutôt que « tu ne me parles jamais », on rétablit le dialogue sur nos émotions et besoins, ce qui rapproche deux partenaires. Empathique, voici quelques conseils pour entretenir cette complicité. Prioriser des moments de partage, conversations intimes, sorties en amoureux. Multiplier les gestes d'affection, caresses, baisers, messages attentionnés. Écouter activement l'autre sans interrompre et exprimer ses propres ressentis avec honnêteté. Le sexe et le câlin ne sont pas qu'une question de corps. Ils sont l'une des expressions de l'amour et du lien qui nous unit. Communication, consentement et sexualité positive. Une sexualité saine repose avant tout sur le respect mutuel et la communication ouverte. Le consentement doit être présent à chaque étape. Il s'agit de vérifier que tous les partenaires sont d'accord et désirent le faire, sans pression. Comme l'a rappelé une campagne belge, en matière de sexualité, il est essentiel de respecter les limites et le timing de sa partenaire. Cela signifie écouter l'autre quand il dit oui ou non et se souvenir qu'une réponse enthousiaste, verbale ou non, est toujours requise avant de poursuivre. Cela signifie écouter l'autre quand il dit oui ou non et se souvenir qu'une réponse enthousiaste, verbale ou non, est toujours requise avant de poursuivre. Cela inclut la diversité des pratiques, chacune est possible tant qu'elle est consentie, la diversité des orientations pour que chacune se sente légitime et l'interdiction formelle de toute contrainte. Une sexualité positive insiste sur l'importance de la communication, parler de ses désirs, de ses besoins et de ses limites, que ce soit oralement ou par le langage du corps, est la clé d'une relation sexuelle épanouie. En séance ou avec bienveillance, on peut par exemple établir un mot-clé ou un geste pour signifier un arrêt, parler de ses fantasmes ou simplement faire un point avant un rapprochement. N'oublions pas non plus la sécurisexe, utiliser une contraception adaptée et des protections, préservatifs, digues dentaires pour se prémunir contre les IST, tout en choisissant des pratiques sexuelles qui conviennent à chacun. Communiquer sur ces aspects sanitaires fait aussi partie du respect mutuel. Contrairement à une idée reçue, s'aimer et se respecter passe aussi par le soin de soi. Prendre la responsabilité de sa santé, par exemple dépistage, contraception, renforce la confiance dans le couple et diminue les inquiétudes sexuelles. En partie, vers une sexualité inclusive, épanouie et sans tabou. La connaissance anatomique, l'exploration curieuse et la communication ouverte forment un cercle vertueux pour enrichir la sexualité féminine. En développant un rapport positif à leur corps, les femmes peuvent transformer d'anciennes croyances limitantes. Il faut avoir mal pendant la première fois, un vagin doit faire mal après l'accouchement, etc. En liberté personnelle. Une éducation complète qui couvre l'anatomie, le consentement, les émotions et le plaisir permet de déconstruire les tabous hérités du passé et de vivre sa sexualité de manière sereine. Il est important de rappeler que la sexualité féminine est personnelle et subjective. Ce qui est indispensable, c'est de découvrir et de respecter son propre plaisir, explorer avec curiosité et bienveillance, sans se comparer aux normes sociales et la meilleure posture. Chaque nouvelle expérience, même un simple massage sensuel ou une caresse ludique, est une occasion d'apprendre. Et surtout, célébrons la diversité des corps et des désirs comme une richesse. Promouvoir une sexualité positive et inclusive, qui valorise la diversité des expériences et encourage l'acceptation de soi, est aujourd'hui un enjeu crucial pour le bien-être des femmes et pour une société plus juste. En bref, connaître son anatomie, communiquer ses envies, écouter son corps et respecter le rythme de chacune, c'est se donner les moyens d'une sexualité épanouie et respectueuse, loin des idées reçues.